Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous parle de néphropathie au produit de contraste. J'aurais peut-être dû préciser d'emblée sur la slide de titre qu'il s'agit de produits de contraste iodé, donc je ne vais pas parler d'IRM et de gadolinium dans cette présentation. Certains des aspects feront écho à la présentation qui vient d'être donnée par ma collègue. Vous entendez pas? Je vais me mettre plus près du micro alors. Donc je précisais que j'allais parler de néphropathie au produit de contraste iodé et que je ne vais pas parler ici de gadolinium et d'IRM. Certains aspects feront écho à la présentation qui vient d'être donnée. Et puis j'ai mis cette première image simplement pour illustrer que certains des commentaires que je ferai ici sont, comme vous le savez, peuvent être assez controversés et que vous avez pu entendre des avis qui sont divergents par rapport à ceux que je vais vous donner ici, étant donné la complexité du sujet. Donc, le produit de contraste iodé, en fait, c'est un des médicaments qu'on prescrit le plus dans le monde, parce que c'est à peu près 80 millions, même plus, d'injections par année. Donc, c'est des millions de litres de contraste qu'on donne chaque année à nos patients, et donc il est assez légitime de bien se documenter sur les effets secondaires potentiels de ce genre de médicaments. Ici, je vous ai fait une petite rétrospective en une slide, pour dire que le terme qu'on emploie pour décrire la néphropathie au produit de contraste, il a évolué sur les dernières années. Si vous regardez en 2006, là il y a une vingtaine d'années, on parlait de néphropathie induite au produit de contraste, c'était le terme qui était employé de manière usuelle. Et puis actuellement, on parle plutôt de néphropathie associée au produit de contraste. Donc ce changement de terminologie vous donne déjà une idée des avancées et des réflexions qui ont pu avoir lieu sur les dernières décennies. Et puis c'est ces réflexions qu'on va parcourir dans cette présentation. Donc tout commence ici, si j'ose dire, pour la néphropathie au produit de contraste. C'est un papier de 1983, comme vous voyez. Et puis là, les auteurs se sont intéressés aux causes d'insuffisance rénale aiguë chez les patients hospitalisés. Donc, tous ces patients arrivaient à l'hôpital et puis ils ont recensé là 129 patients qui présentaient ce qu'on appelait à l'époque une acute renal insufficiency, donc une insuffisance rénale aiguë. Puis ils ont listé les causes. Et puis en effet, en revoyant ces 129 patients, il y en a 16 ici qui avaient reçu dans les jours qui précédaient un contraste iodé, et ce qui en faisait donc effectivement la troisième cause d'insuffisance rénale aiguë chez les patients hospitalisés. Et puis, si vous regardez maintenant n'importe quelle revue de littérature ou textbook ou article sur la question, vous verrez quasiment tout le temps cette phrase « La néphropathie au produit de contraste iodé est la troisième cause d'insuffisance rénale aiguë chez les patients hospitalisés ». Donc depuis 1983, on reprend cet élément dans les publications scientifiques. Alors, si on parle de néphropathie au produit de contraste, il faut s'intéresser à sa définition, et qui est en fait très simple, puisqu'il s'agit d'une hausse de la créatinine. Alors selon les sociétés que vous consultez, eh bien, vous trouvez différents cut-offs, entre 20 et 50% d'augmentation de la créatinine. Certaines sociétés parlent aussi de la diminution de la diurèse, mais voilà, globalement, une insuffisance rénale aiguë, et le fait d'avoir reçu du contraste dans les 48-72 heures qui précèdent. Donc, autrement dit, la néphropathie au produit de contraste, c'est une insuffisance rénale aiguë, et le fait d'avoir reçu du contraste précédemment au développement de l'insuffisance rénale aiguë. Donc c'est vraiment une définition simple, voire simpliste. Et puis ça fait écho à d'autres définitions nosologiques qu'on peut avoir. En particulier, là j'ai pris juste comme exemple celle du syndrome hépatorénal, qui définit une autre cause d'insuffisance rénale aiguë qu'on rencontre souvent. Puis vous voyez que les critères diagnostiques pour le syndrome hépatorénal, ils sont quand même un petit peu plus approfondis, un peu plus subtils que ceux qu'on applique à la néphropathie au produit de contraste. Donc ici, pour avoir un syndrome hépatorénal, alors bien sûr, il faut avoir une insuffisance rénale aiguë par définition. Il faut être face à un patient qui a une cirrhose, bien sûr, mais pas seulement une cirrhose avec de l'acide, une cirrhose décompensée, une cirrhose avec de l'hypertension porte. Il faut ensuite que le patient ne réponde pas à un traitement d'expansion volémique. Donc là, on veut dire qu'on a raisonnablement écarté une cause d'insuffisance rénale fonctionnelle, hypovolémique, prérénale. Il faut que le patient n'ait pas de choc. Donc c'est clair que s'il est hypotendu, vasoplégique, qu'il a une dysfonction macro-microcirculatoire, on ne va pas retenir ce diagnostic-là en premier lieu. Il faut qu'il ait perçu de manière évidente des néphrotoxiques directs, comme des aminoglycosides, etc.
Il faut qu'on n'ait pas de cause structurelle à son atteinte rénale, notamment avec une échographie qui écarte une cause post-rénale et une cause macrovasculaire. Et puis, il faut qu'on n'ait pas d'argument indirect pour une maladie intrinsèque de type glomérulonéphrite sur la base d'un sédiment inactif qui doit ne pas montrer d'hématurie glomérulaire, d'albuminurie, etc. Donc, ce n'est pas simplement un patient qui a une cirrhose et une insuffisance rénale aiguë, c'est un patient qui a une cirrhose décompensée avec une insuffisance rénale aiguë et qui n'a pas tout un autre cortège de symptômes chez qui on va envisager le symptôme, le diagnostic. Donc, c'est vraiment assez différent de la définition que je vous ai montrée sur la slide précédente. Alors, quel est le problème de la définition en vigueur de la néphropathie au produit de contraste iodé ? Eh bien, on aboutit à des situations qui peuvent paraître un peu absurdes. Par exemple, un patient a un scanner, on lui trouve une tumeur au rein, les urologues lui enlèvent un bout du rein ou même la totalité du rein, et donc 24 heures, 48 heures post-opératoire, bien sûr le patient sera en insuffisance rénale aiguë parce qu'il aura eu une intervention assez lourde et qu'il aura un rein en moins. Eh bien, ce patient, si vous appliquez la définition, il a simplement une néphropathie au produit de contraste, parce qu'il a une IRA et puis il a eu un scan dans les 72 heures qui ont précédé. Alors qu'en fait, de toute évidence, il a probablement plutôt une insuffisance rénale en raison du fait qu'on lui a enlevé un rein. Alors la définition, elle est simpliste, mais elle a au moins un avantage, c'est que c'est assez facile de faire des études avec, notamment des études rétrospectives. Et puis là, je vous donne quelques données d'études rétrospectives qui sont intéressées à la question. Puis la première question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'incidence de la néphropathie au produit de contraste. Donc ici, les auteurs ont screené à peu près 1 millier de patients qui avaient une insuffisance rénale modérée en dessous de 62 GFR et qui avaient reçu du contraste veineux pour des besoins d'imagerie par scanner. Et puis cette incidence, elle est à peu près de 6%, 6,5%, là, c'est-à-dire 6,5% des patients qui sont exposés aux produits de contraste développent une insuffisance rénale aiguë selon les critères qu'on a vus. Évidemment, si c'est des patients hospitalisés, c'est un peu plus, 12%, si c'est des patients ambulatoires, c'est un peu moins, 3%. Puis des études comme ça, on peut en faire plein vu la simplicité de la définition, et il y en a effectivement plein. Puis globalement, si vous regardez les taux d'incidence, c'est entre 2, 12, 15% maximum de survenue de néphropathie au produit de contraste suite à l'injection de ce type de produit. Alors bien sûr, tout ça, il n'y a pas de groupe contrôle, on regarde juste la survenue d'une IRA ou non. Alors maintenant, la première chose, c'est qu'on peut évaluer la survenue d'une IRA chez les gens qui ont eu un scanner, mais sans contraste. Alors, si on fait ça, déjà, ça permet de mettre un peu les choses en perspective. Donc, cette étude a été faite là, chez quelques milliers de patients. Et puis, les auteurs ont sélectionné des patients qui ont eu des mesures de la créatinine quotidiennes pendant 5 jours, de J0 à J4, et qui n'avaient pas reçu de contraste, c'est-à-dire soit qui avaient eu un examen sans contraste, soit qui n'avaient eu pas d'examen du tout, dans les 10 jours qui précédaient ces mesures sériées de créatinine. Et puis, ce que vous voyez, c'est que déjà, le premier élément intéressant, c'est peut-être un peu petit chez moi, mais j'espère que vous voyez bien. Vous commencez à J0, la créatinine est au baseline, et puis il y a un certain pourcentage de patients qui augmentent sa créatinine au fil des jours qui passent. Et donc, une augmentation de 25% de la créatinine, il y a entre 15 et 20% des patients qui atteignent cet outcome-là sans avoir reçu de produit de contraste. Donc, déjà, ça permet de mettre un peu en perspective les chiffres qu'on vient de voir avant sur l'incidence au produit de contraste iodé. Puis peut-être ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a tout autant de patients, voire plus, qui baissent leur créatinine dans ces mêmes conditions. Donc là, il n'y avait pas de groupe contrôle, c'était simplement une mise en perspective. Et puis bien sûr, les études avec groupe contrôle ont été effectuées. Donc ici, ce groupe-là s'est intéressé aux patients qui consultaient aux urgences et qui avaient un scanner dans ce milieu-là avec injection de produits de contraste veineux, ou alors qui avaient un scanner natif dans ces mêmes conditions. Donc peut-être le premier élément à noter, c'est que le N dans le groupe produit de contraste veineux est largement supérieur, vers 7000, au N du groupe sans contraste, 900. Donc ça donne déjà une idée de l'importance qu'on accorde aux examens radiologiques injectés dans la démarche diagnostique. Si on a la possibilité de le faire, on préfère en général aux urgences injecter du produit de contraste. Et puis maintenant, l'élément important, c'est que finalement l'incidence d'une IRA définie selon les critères que je vous ai présentés au début, elle est la même, qu'on injecte ou pas du produit de contraste. On retrouve un peu les mêmes chiffres, 8,6% et 9,6%. C'est pareil, qu'on injecte ou non du produit de contraste.
des études comme ça contrôlées, il y en a un certain nombre. Et puis donc évidemment, il y a des méta-analyses qui recensent ces études. Donc ça, c'en est une qui a à peu près 10 ans, qui recense 13 de ces études qui sont toutes réalisées dans des conditions assez similaires, à peu près 25 000 patients qui reçoivent ou non du contraste veineux. Et puis vous voyez globalement que le fait d'injecter du produit de contraste, ça a plutôt tendance à protéger de la survenue d'une insuffisance rénale aiguë sur les critères qu'on a vus précédemment. Alors ce n'était pas significatif ici, mais disons, on a plutôt en tout cas l'impression que ça ne favorise pas la survenue d'insuffisance rénale aiguë. Alors, évidemment, ça, ce sont des études observationnelles, donc si je vous dis que le contraste protège la survenue d'une insuffisance rénale aiguë, ça paraît quand même un petit peu excessif comme conclusion, et puis on peut suspecter qu'il y ait des biais dont on n'a pas tenu compte dans ces études. Donc, voilà, ces patients ne sont probablement pas les mêmes, qu'ils reçoivent ou non du produit de contraste. Alors, comment ajuster pour ça? Il y a plusieurs méthodes habituelles dans la littérature scientifique, l'ajustement multivarié, etc., ou la construction de scores de propension qui sert à modéliser la propension qu'ont les patients à être attribués à un groupe plutôt qu'à un autre et à ajuster pour cette propension-là. Donc on a ce genre de données pour la néphropathie au produit de contraste. Donc ça, c'est un papier de McDonald de 2014 qui a recensé 12 000 patients qui avaient ou non du contraste veineux pour un examen de scanner et qui ont donc construit un score de propension notamment sur la base du GFR préalable à l'examen, mais également sur la base d'autres variables qu'on estime être associées au risque de survenue d'insuffisance rénale aiguë, en particulier l'âge, le sexe, les comorbidités, etc. Donc le petit graphe ici vous permet de visualiser ce score de propension. Donc tout à gauche en rouge, ce sont les gens qui ont moins de, j'arrive pas à lire sur ma slide, mais ça doit être moins de 30 de GFR là. Donc vous voyez que ces patients ont vraiment tendance à être attribués à ne pas recevoir de produits de contraste iodé dans la démarche diagnostique. Et puis plus vous allez vers la droite, plus le GFR augmente et plus les médecins sont enclins à prescrire du produit de contraste iodé. Donc c'est une modélisation de ce score, de ce score de propension. Les résultats sont en bas, donc ce sont des résultats ajustés pour ce score de propension qui tient compte des variables dont on a parlé. Et globalement, aucune différence d'incidence d'insuffisance rénale aiguë suite à l'injection de produits de contraste lorsqu'on ajuste pour ce score de propension. Et ça dans toutes les strates de GFR, donc que les patients aient des insuffisances rénales préalables ou non, et même jusqu'à moins de 30 de GFR, il n'y a aucun signal pour la survenue d'une IRA post-injection de produits de contraste. Donc ça, c'est des données qui peuvent être répliquées, hein, ce n'est pas seulement un groupe. Là, on a une étude qui porte sur 6 millions d'hospitalisations, donc c'est des nombres assez larges qui sont basés sur un registre annuel américain. Les techniques sont un peu les mêmes, hein, c'est des ajustements, des scores de propension, etc. Et puis globalement, ce que vous trouvez, c'est pareil. Hein. Si vous recevez du contraste, vous avez 5,1% de chance de faire une IRA. Si vous n'en recevez pas, vous avez 5,6%. Donc là, de nouveau, on retombe en quelque sorte sur ce paradoxe. Les gens qui reçoivent du contraste ont moins de chances de faire d'insuffisance rénale aiguë post-examen. Donc, bien sûr, ce ne sont que des études observationnelles, donc avec toutes les limites que ça comporte, parce que de nouveau, on n'a pas beaucoup de rationnel pour se dire que le contraste est protecteur du point de vue néphrologique. Alors, pour aller plus loin, il faut un essai randomisé contrôlé. Est-ce qu'on a ces données? Non, malheureusement, et on les aura probablement jamais. On les a presque eues en 2019, là. GE Healthcare, ça c'est le fabricant du Visipac, de l'Acupac, un fabricant principal de produits de contraste iodé, a tenté de lancer cette étude et a lancé cette étude, qui est donc un essai randomisé contrôlé 2 bras, qui a randomisé les patients entre CT avec contraste versus CT sans contraste plus ultrason. Et puis pour avoir l'équipoise dans cette situation clinique, ils se sont basés sur le suivi des réparations des anévrismes de l'aorte abdominale, puisque vraisemblablement le suivi de ces patients qui ont bénéficié de ce type de réparation peut être fait de manière équivalente pour les chirurgiens cardiovasculaires, soit avec un CT injecté veineux, soit avec un CT natif plus un ultrason. Et donc le groupe s'est dit on va randomiser simplement les patients à l'une ou l'autre de ces stratégies, ce qui nous permettra de répondre de manière définitive à la question. Alors cet essai n'a jamais eu lieu. Il prévoyait de recruter à peu près 1 millier de patients, je crois, et sauf erreur, il y en a 12 qui ont été inclus dans l'étude. Pourquoi ?
parce que les centres participants et les médecins prescripteurs ne croyaient pas en l'équipoise de cette situation, et s'ils avaient le choix de ne pas injecter de produits de contraste pour la même indication, ils choisissaient systématiquement de ne pas injecter de produits de contraste, et ils ne pensaient pas que d'injecter était équivalent du point de vue risque-bénéfice. Donc finalement, les patients n'ont pas pu être inclus dans cette étude, qui ne verra donc jamais le jour. Donc la conclusion sur la base de ces données. Sur la base des données observationnelles, on a de la peine et on n'arrive pas, sur la base des données que je vous ai présentées, à mettre en évidence l'existence de la néphropathie au produit de contraste suite à l'injection de contraste veineux. Est-ce qu'il existe une confusion résiduelle, puisqu'on a vu qu'on aboutissait à une situation un peu paradoxale de protection par le produit de contraste iodé? C'est possible. Et puis maintenant, pour dépasser tout ça, ce qui nous intéresse, ce sont les outcomes durs, parce que finalement, que le patient monte un peu sa créatinine ou non, c'est pas très important. On veut savoir surtout s'ils ont un dégât structurel dans le rein et s'ils ont des outcomes négatifs qui sont associés à ces dégâts structurels. Donc c'est comme ça qu'on va essayer d'avancer un petit peu. Premièrement, avec le lien entre la mortalité et l'injection de produits de contraste iodé. Donc ça, c'est un argument qui est assez souvent mis en avant, parce que c'est assez clair que les gens qui sont exposés aux produits de contraste veineux meurent plus. Donc là, on a une grande série observationnelle, 3200 patients qui ont eu ou non une injection de produits de contraste veineux. Puis vous voyez sur un suivi de quelques années là, que ceux qui sont exposés au contraste, ils ont un taux de mortalité qui est largement supérieur. L'odds ratio, il est à 3 là, donc c'est quand même c'est une taille d'effet quand même très importante. Donc la première conclusion un peu simpliste, ça serait de se dire les patients sont malades, et donc ils reçoivent du produit de contraste, et donc ils font une insuffisance rénale aiguë, et donc leur mortalité est augmentée. Ça, c'est la conclusion qui est postulée par les auteurs de cette étude et qui est présentée comme telle. Mais maintenant, bien sûr, ce sont des données observationnelles, donc on pourrait tout aussi bien dire que les patients sont malades, donc ils reçoivent du produit de contraste dans le cadre de leur démarche diagnostique, et parallèlement à ça, ils sont malades, donc ils font une insuffisance rénale aiguë, sans rapport avec le premier élément, et parallèlement à ça, ils sont malades, et donc ils ont aussi un taux de mortalité augmenté, indépendamment des deux premiers éléments. Donc entre ces deux situations, sur la base de données simplement observationnelle, je ne pense pas qu'il soit possible de faire la part des choses. Et puis ça, c'est un peu le reflet aussi des facteurs de risque qui sont associés à chacun de ces éléments. Insuffisance rénale aiguë associée au produit de contraste et mortalité. Si vous ouvrez un textbook ou un article de review, vous allez voir qu'on retrouve toujours les mêmes facteurs de risque pour la néphropathie au produit de contraste. C'est la présence d'une insuffisance rénale chronique, c'est le diabète, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est l'âge, c'est le fait d'avoir reçu des néphrotoxiques, etc., etc. Donc ça semble assez raisonnable, mais ça semble aussi assez raisonnable de se dire que tous ces facteurs-là sont aussi des facteurs de risque pour avoir une insuffisance rénale aiguë, indépendamment du fait de recevoir du contraste ou non. Et puis ça semble aussi assez raisonnable de se dire qu'un patient âgé qui a une insuffisance cardiaque et une insuffisance rénale terminale, il a un risque de mortalité plus élevé que quelqu'un qui n'a pas tous ces facteurs de risque. Ça, c'est l'étude préserve. C'est probablement les données de meilleure qualité qu'on a à disposition observationnelle pour la question des outcomes durs dans le contexte de la néphropathie au produit de contraste. Donc l'étude préserve, elle a maintenant 3-4 ans. C'est un essai randomisé contrôlé factoriel 2x2 qui a testé des interventions de néphroprotection. Donc la première intervention, c'est NaCl09 versus bicarbonate, et la deuxième intervention factorielle, c'est N-acétylcystéine versus placebo. Donc ça, on en reparlera dans quelques slides. Ce qui nous intéresse là pour la discussion immédiatement, c'est surtout les études qui ont été dérivées de l'étude préserve. Juste, je me suis mis un petit rappel ici, il faut quand même souligner qu'il y a 5000 patients dont la plupart avaient reçu du contraste artériel. C'était surtout des démarches diagnostiques et ou thérapeutiques invasives. Et puis ce qui est surtout très intéressant dans cette étude, c'est l'évaluation des outcomes prospectives très robustes sous forme d'un outcome MAKE. Donc MAKE, c'est l'équivalent du MACE pour les cardiologues, c'est les Major Adverse Kidney Events. Donc ça comprend le décès, le recours à la dialyse ou le doublement de la créatinine sur 3 mois. Donc l'outcome ici est très robuste et bien évalué de manière prospective. C'est surtout ça qui est intéressant dans cette étude. Donc
premier papier dérivé de cette étude préserve qui s'intéresse à l'analyse de la causalité entre le fait de développer une insuffisance rénale aiguë au produit de contraste iodé et la survenue de l'outcome en question. Donc, les auteurs là ont pris les patients de l'étude préserve, 4500 en l'occurrence, qui ont eu cette exposition au contraste veineux. Alors forcément, il y en a un certain nombre qui remplissent le critère de néphropathie au produit de contraste, à peu près, il y en a 420, donc à peu près 10%, comme ce qu'on a vu précédemment. Et dans ces 420 qui remplissent ce critère diagnostique, eh bien, il y en a un certain nombre qui va présenter l'outcome en question et d'autres non. Donc, peut-être juste sur le tableau, le graphique en haut à droite, là, des éléments qui sont assez évidents et qu'il faut quand même noter, c'est que sur les 429 là, qui présentent une insuffisance rénale aiguë, finalement, la grande majorité, ils ne présentent pas l'outcome en question. Donc, juste visuellement, ça c'est déjà intéressant. Et puis, si on s'intéresse aux 191 patients qui présentent en effet l'outcome en question, eh bien, on peut noter que la plupart de ces patients sont en fait des patients qui n'ont pas présenté d'insuffisance rénale aiguë suite à l'injection de produits de contraste. Bon, en bas à gauche, vous avez les résultats de l'association entre le fait de développer une IRA au produit de contraste et la mortalité qui sont positifs. Donc oui, le fait d'avoir une insuffisance rénale aiguë suite à l'injection de produits de contraste est associé à la mortalité. Ça, on peut s'y attendre. Ce qu'on peut noter, c'est tout de même la faible survenue, la faible incidence de complications cliniques suite au développement de l'IRA. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs ici ont fait une analyse de causalité qui est assez poussée, qui est d'ailleurs pas suffisamment claire pour moi dans les méthodes du point de vue de la description de la méthodologie employée, mais globalement, les auteurs arrivent à la conclusion que le fait de développer une insuffisance rénale aiguë au produit de contraste est un marqueur non causal de la survenue de l'outcome dur, comme on peut l'imaginer sur le petit schéma en haut à gauche. C'est plutôt un reflet des comorbidités que peuvent présenter les patients, comorbidités qui, elles, sont associées à l'outcome dur. Une seconde étude dérivée de la même, un second papier dérivé de la même étude préserve, qui est aussi très intéressant. Vous savez que les insuffisances rénales aiguës, comme c'est indiqué en haut à droite, on peut les classifier de différentes manières. Donc bien sûr, le moyen qu'on utilise tous, c'est la créatinine. Si la créatinine ne bouge pas, le patient n'a pas d'insuffisance rénale aiguë. Si elle monte, le patient a une insuffisance rénale aiguë. Maintenant, on peut aussi regarder les biomarqueurs, qui sont, il y en a plusieurs, des dizaines, qui sont un reflet de l'atteinte structurelle, en général tubulaire, et qui signent donc une atteinte organique structurelle. Et donc, si le patient ne monte pas sa créatinine, mais présente des biomarqueurs de lésions structurelles, alors il a une insuffisance rénale aiguë subclinique. Et puis à l'inverse, si le patient monte sa créatinine, mais n'a pas de présence de biomarqueurs, alors on est dans le contexte d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ou prérénale sans atteinte organique, qui a donc un meilleur pronostic que si on a une atteinte organique décelable. Donc ici, c'est sous analyse de l'étude préserve, sous-groupe de 920 patients qui ont tous eu l'évaluation de ces différents biomarqueurs, en général dans les urines. Et puis, les patients de l'étude préserve, là, sont en bleu clair et bleu foncé. Donc, c'est les petites règles que vous voyez à peine. Donc, en bas, vous avez chacun des différents biomarqueurs, KIM1, NGAL, etc., qui sont des marqueurs soit de lésions tubulaires, soit d'inflammation locale. Et puis, en fait, l'échelle consiste en le rapport des biomarqueurs avant et après la procédure. Et finalement, les couleurs claires et foncées différencient les patients qui présentent ou non une insuffisance rénale aiguë sur la base des critères habituels de créatinine. Donc, l'illustration ici vous indique que les patients de l'étude préserve en bleu clair et bleu foncé ne montent pas leurs biomarqueurs suite à l'injection de produits de contraste, puisque le ratio est à peu près à 1 pour tous les biomarqueurs. Donc il n'y a pas de mouvement de biomarqueurs suite à ces procédures-là. Et puis l'autre élément, c'est qu'il n'y a pas de différence de biomarqueurs entre les bleus clairs et les bleus foncés, donc entre ceux qui font une IRA sur la base de la créate et ceux qui n'en font pas. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de comparer aux autres études. Donc là, sur ce papier, les auteurs ont simplement collé les résultats d'autres études qui n'avaient pas de rapport direct avec l'étude en question, mais
dans le but de comparer les résultats. Donc vous voyez en rouge foncé et rouge clair, c'est une étude qui s'intéresse à la survenue d'IRA post-chirurgie cardiaque. Donc vous voyez ici que non seulement les biomarqueurs augmentent après la chirurgie cardiaque, mais également qu'ils augmentent plus chez les patients qui font une IRA versus ceux qui n'en font pas. Puis peut-être encore plus intéressant, en vert, c'est une étude qui a fait les biomarqueurs chez les patients qui font du marathon. Donc là, vous voyez que le ratio pré-post, là, on est à 20, 25, donc vous avez 25 fois plus de concentration de biomarqueurs lésionnels après un marathon versus avant. Et puis, par ailleurs, vous avez encore plus de biomarqueurs si vous faites une insuffisance rénale aiguë. Il faut quand même savoir, pour les marathons, c'est 80% des participants qui font une insuffisance rénale aiguë et un peu plus de 70% qui font une nécrose tubulaire aiguë. Alors évidemment, ce sont quasiment tous des patients en très bonne santé, donc il n'y a pas d'incidence clinique à court terme en tout cas, hormis quelques exceptions, mais c'est quand même des chiffres assez impressionnants. Le contraste artériel maintenant, on l'a évoqué dans l'étude Préserve, mais si on s'intéresse plus particulièrement à la comparaison entre le contraste artériel et veineux, parce qu'on peut se dire oui, mais veineux c'est moins dangereux, artériel c'est quand même plus agressif, donc on a même un RCT là-dessus. Donc c'est des patients qui avaient une maladie coronarienne suspectée, qui ont été soit à l'angio-CT coronarien avec contraste veineux, soit directement à la coronarographie avec contraste artériel. Puis là c'est assez clair, ceux qui reçoivent du contraste artériel, ils font plus d'insuffisance rénale aiguë. Alors, est-ce que c'est le fait de donner du contraste artériel qui est plus toxique que le contraste veineux? Probablement pas, ou en tout cas probablement pas le contraste en soi. Là, vous avez les résultats de l'étude post-hoc de l'étude Matrix. Donc, Matrix, c'est un RCT qui évalue la voie d'abord chez les patients qui ont un syndrome coronarien aigu, donc soit un cathétérisme fémoral, soit un cathétérisme radial. Donc, ça, c'est une sous-étude de cette étude Matrix. Et puis, globalement, ce qui est très intéressant, c'est que les patients qui ont une voie d'abord radiale, ils font beaucoup moins d'insuffisance rénale aiguë que ceux qui ont une voie d'abord fémorale, en particulier dans celles qui nous intéressent beaucoup, les IRA de stade 3, là, tout à droite, l'odds ratio est à 0,6. Donc, vous avez vraiment beaucoup moins de chances de faire une IRA si vous avez un abord radial. Et finalement, dans les deux cas, vous avez du contraste artériel. Donc, probablement plutôt que l'effet du contraste lui-même, c'est peut-être plutôt l'effet de l'accès intra-artériel en lui-même qui est problématique, en particulier des saignements et des emboles de cholestérol. Les emboles de cholestérol, ça a l'air rare comme ça, mais sur les séries d'autopsie, c'est jusqu'à 70% des patients post-geste intra-artériel qui ont une évidence de micro-infarctus sur les emboles de cholestérol. Donc, en réalité, c'est probablement plus fréquent que ce qu'on pense. Un dernier slide sur la voie artérielle, c'est une sous-étude de l'étude ischémia. Donc ischémia, c'est cette grande étude chez des patients qui avaient de l'angine stable pour voir si une prise en charge interventionnelle était supérieure à un traitement conservateur, ce qui n'est pas le cas. Et puis on a une sous-étude ischémia CKD qui a inclus seulement les patients avec une insuffisance rénale relativement avancée. Là, il n'y avait pas de différence non plus dans l'outcome primaire, mais ce que je voulais illustrer, c'est que, en effet, les chiffres de recours à la dialyse sont un peu plus importants quand même. Il faut bien le voir. Là, dans le groupe invasif, on a 36 patients qui ont recours à la dialyse. Dans le groupe conservateur, on a 29 patients. Donc, voilà, c'est tout de même moins et probablement en rapport avec, comme on l'a dit, les problèmes liés à l'accès artériel en lui-même chez ces patients à haut risque. Alors ensuite, on peut s'intéresser aux modèles animaux. Donc, ça, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il faut dire que globalement, les modèles animaux, dans cette problématique, ils sont assez décevants. On n'a pas de bon modèle animal pour cette question-là, ou en particulier les modèles qu'on utilise pour mettre en évidence des lésions suite aux produits de contraste. Il faut qu'on expose par ailleurs les animaux à beaucoup de néphrotoxiques pour pouvoir mettre en évidence ces lésions. Donc les protocoles, les modèles standards chez ces animaux, on leur donne des vasoconstricteurs, des INS, des diurétiques, plein de choses pour pouvoir mettre en évidence des lésions induites par le produit de contraste. Et c'est clair qu'avec ce genre de protocole, on ne sait plus très bien ce qu'on regarde, à mon avis. Donc on n'a pas de modèle animal fiable, en tout cas, qui puisse soutenir cette physiopathologie. Guidelines et consensus d'experts, donc là la situation est assez vague vu la controverse, mais on peut simplement citer ce consensus de société experte. Donc ça c'est un consensus d'une société de néphro et d'une société américaine de radiologie
qui dit en tout cas que le risque associé à l'injection de produits de contraste a été probablement largement surestimé sur les décennies précédentes. Alors, est-ce que c'est un problème pour le patient ? Cette aversion du contraste, c'est un gros problème, c'est un problème diagnostique. Hein. Là, vous voyez sur ce graphe le pourcentage de scanners qui sont injectés, et puis en bas, vous voyez la créatinine du patient avant le scanner. Donc c'est des unités américaines, donc 1,4, ça fait à peu près 110 micromoles par litre. Donc ça correspond au moment où la créatinine devient rouge sur le laboratoire, quoi. Donc dès lors que la créatinine est anormale avant l'examen, le taux d'injection de produits de contraste chute drastiquement. C'est ce qu'on constate dans notre pratique clinique, et on passe de plus de 60% à moins de 20%. Et bien sûr, ça, ce sont tous des patients chez qui on n'a pas l'information diagnostique telle qu'on aurait aimé l'avoir avec l'examen qu'on avait prévu initialement. Alors c'est également un problème pour la prise en charge, pas seulement pour le diagnostic. Ça, c'est des chiffres qui se rapportent à la prise en charge de maladies coronariennes. Et puis, vous voyez par exemple sur le graphe de gauche, en rouge c'est la thrombolyse, alors ça on ne fait plus trop, mais en noir c'est la revascularisation coronarienne. Et vous voyez que systématiquement, et même les différences ont l'air de se creuser au cours du temps, les patients qui ont une insuffisance rénale chronique ont un recours aux thérapies de revascularisation qui est bien inférieur à ceux qui n'ont pas d'insuffisance rénale chronique. Et ça, c'est pas seulement valable pour les procédures en elles-mêmes, c'est aussi valable pour les médicaments. Donc sur le tableau, vous voyez que ces patients reçoivent moins d'aspirine, moins d'héparine, et puis qu'ils ont un odds ratio d'avoir une coronarographie qui est de 0,3 versus ceux qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Donc c'est quand même des chiffres assez majeurs qui ont bien sûr un impact sur le pronostic de ces patients. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, c'est mon algorithme. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est l'algorithme que j'utilise quand il s'agit de prendre en charge un patient critique, comme ils disent en anglais. Donc, patient critique aux urgences qui a besoin d'un scanner injecté. Quel est son taux de filtration glomérulaire ? L'étape d'après, c'est en fait, peu importe, ne regardons pas ça. Est-ce que le patient a besoin de contraste ? Oui, alors il faut lui mettre du contraste. Est-ce que si le patient n'a pas besoin de contraste, alors on ne lui met pas. Donc ça, je pense, c'est ce qu'il faut utiliser en tout cas aux urgences. Et puis, heureusement, on n'est pas toujours dans des situations d'extrême urgence comme ça. Donc, ensuite, quand on a un peu le temps de réfléchir, on peut se dire, bon, mieux vaut better safe than sorry, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, si je peux faire quelque chose et que j'ai le temps, je vais le faire. Donc ça, on a les données aussi pour ça. On a l'étude Amazing, qui est une très jolie étude. Donc ça, c'est un RCT 2 bras de non-infériorité. Et ils ont testé le fait de donner une préhydratation, parce que vous savez que dans l'espoir de prévenir la néphropathie au produit de contraste, on donne des préhydratations souvent. Donc là, les auteurs ont comparé donner une préhydratation versus ne rien faire, et ils ont évalué si ne rien faire était non inférieur à donner du NaCl. Donc 2 bras, des patients qui avaient quand même une insuffisance rénale pas extrêmement sévère, il faut dire, entre 30 et 60 de GFR, 33% de patients diabétiques, donc qui sont par définition un peu plus à risque, une dose de contraste assez standard, la plupart intraveineux, un tiers intra-artériel, et puis la préhydratation, c'était quand même un bon volume de 1600 millilitres. Les résultats sont en bas à droite, donc il y a 600 patients à peu près au total. Il y a le même nombre qui font une IRA dans les 2 bras. Il n'y en a aucun qui a besoin de dialyse dans les 2 bras. Et dans le groupe préhydraté, il y en a par contre 13 qui font une décompensation cardiaque aiguë qui nécessite des soins hospitaliers non négligeables. Ça, c'est la même étude, mais... Il va falloir aller à la conclusion. Désolé, le temps passe. Ok, j'en viens à la conclusion. Je vais sauter quelques slides. Ma conclusion arrivait ici. Donc, je vous ai présenté les données principales que je voulais vous présenter. Je pense dans la grande majorité des cas, quand on pense à une néphropathie au produit de contraste, en fait, ce qu'on constate, c'est une fluctuation non causale de la créatinine qui n'a pas de conséquences cliniques pour le patient. Et ça vient d'une définition qui n'est pas spécifique et qui induit un biais de confirmation très fréquent, puisqu'on voit tous les jours ces créatinines qui montent suite à l'injection de produits de contraste. Et puis peut-être il y a 2 points quand même auxquels il faut faire attention, c'est les patients qui ont préalablement au geste une insuffisance rénale sévère. Là, on a quand même moins de données, c'est peut-être légitime de leur donner une préhydratation. Et puis l'autre caveat, c'est les gestes intra-artériels qui sont associés à plus de complications, probablement plutôt en raison de la voie d'abord que du contraste lui-même, mais chez qui il faudra aussi bien peser la balance risque-bénéfice.